Donc on va modifier un petit peu le programme, c'est-à-dire qu'on va inverser deux présentations. Et effectivement, c'est plutôt dans l'ordre des choses, puisqu'on va accueillir monsieur Jean-Michel Bruel, donc, qui est cofondateur de SysML France et aussi professeur à l'Université de Toulouse, ainsi que monsieur Loïc Féjoz, voilà, qui travaille donc chez RTAW, Real Time at Works, voilà, qui vont donc nous faire une présentation sur l'outil SysML, le support à l'ingénierie de système. Je vais vous ouvrir la présentation. Oui, donc, pour faire la transition, on remercie les personnes qui ont posé la question sur SysML parce que la réponse est tout à fait une transition sur ce qu'on va présenter, puisque le titre de notre présentation, c'est SysML apport à support à l'ingénierie système. Donc c'est bien en complément de ce qui a été dit. Je prends le HTML complet. Oui. Et en plein écran. Voilà. À vous. Okay, merci. Merci. Donc oui, on va se présenter. Donc Loïc Féjoz, je suis ingénieur de recherche donc, chez Real Time at Work, qui est une start-up issue de l'INRIA. Et on travaille sur l'aide à l'optimisation et la conception de systèmes embarqués critiques, donc notamment la partie sûreté de fonctionnement. Évidemment, on est membre de l'association SysML France, donc complémentaire, membre de la FIS. Et puis je suis aussi certifié, puisqu'il existe une certification autour de SysML en fait, qui s'appelle donc OCSMP. Voilà, c'est pas forcément très connu. Et puis, ce qui est plus intéressant aussi pour vous, j'ai passé un bac SSI en 96. En fait, ensuite, j'ai fait une prépa MPSI pour finir à la Télécom Nancy. Et puis après, SS2I plutôt informatique. Et ensuite, je suis revenu faire une thèse. Et maintenant, dans les startups, voilà, diverses et variées. Un peu pour le parcours rapidement. Je vous laisse aller voir le site web, effectivement, pour voir plus en détail. Mais il y a une partie ingénierie système chez Real Time at Work et une partie plus analyse formelle de système, notamment dans les réseaux embarqués. Voilà pour une présentation rapide. Donc, moi, je suis professeur à l'Université de Toulouse, donc plus précisément en IUT, donc dans un environnement plutôt technologique. Moi, je suis informaticien, je suis pas ingénieur système, je ne suis pas ingénieur d'ailleurs, j'ai fait le circuit universitaire classique. Et par contre, en tant qu'informaticien, on est de plus en plus confronté à des systèmes, à des problématiques d'hardware, de consommation énergétique, ce genre de choses. Moi, je travaillais sur des réseaux de capteurs et sur la reconfiguration dynamique des logiciels. À un moment donné, il a fallu que je prenne en compte la durée de vie des batteries, par exemple, un truc tout bête. Mais plus on reconfigure un capteur et plus on le tue, puisqu'on consomme de sa batterie. Ça a l'air de rien, mais j'étais incapable avec mes outils de logiciel de modéliser ça. Et donc je me suis tourné vers SysML et de plus en plus on est confronté à des systèmes. Donc pour répondre à la question alors je ne peux pas répondre sur le côté industriel, mais en tout cas sur le côté ingénierie système, on va avoir de plus en plus besoin de gens qui connaissent l'ingénierie système parce que tout devient complexe. J'ai bien aimé les deux points où il y avait le oui sur la présentation précédente. Bon, il y a la complexité, mais ça, tous les systèmes deviennent complexes. Mais par contre, ce que je trouve le plus important, c'est le pluridisciplinaire. Par exemple, à l'IUT de Blagnac, on a une maison intelligente pour la supervision de personnes à domicile. Ça fait intervenir des spécifications qui viennent des médecins, des télécoms, des architectes du bâtiment, etc. Et il faut mettre tout ça ensemble dans un système. Pour illustrer cette partie-là, on a un exemple aussi de prospects qu'on est allé contacter qui font des faucheuses de bord de chemin. Jusqu'à maintenant, ils maîtrisent, c'était du pneumatique, très bien. Maintenant qu'il faut connecter la machine au réseau interne du tracteur, etc., ça devient complexe et du coup, ils ont tout intérêt à développer cette démarche-là. Alors, ils n'y sont pas encore, mais le besoin commence à se faire sentir et bientôt, ils seront au pied du mur. Donc, en fait, le graphique qui montrait la complexité, finalement, tout a tendance à monter. Même les trucs qu'on pensait simples, ça devient complexe. Et donc, du coup, il y a besoin de cette démarche. Voilà, donc moi, effectivement, avec deux autres collègues, on a fondé une association parce qu'on voulait promouvoir SysML. Donc, il y a quelques planches à la fin et puis quelques références si vous voulez vous avoir plus d'informations. On invite bien sûr tout le monde à
à s'inscrire à l'association. La cotisation est vraiment symbolique pour les personnes individuelles. Elle est un peu plus conséquente pour les sociétés comme RTAW, mais ça nous permet de fonctionner. Donc, on nous a un petit peu contacté pour vous présenter SysML. Donc, au départ, on avait prévu de faire une introduction à SysML, mais il y a eu la formation du collègue les 2 jours précédents, et je pense que tout le monde est un petit peu aussi sensibilisé à SysML, donc on va passer là-dessus. Ça risque d'être un peu trop formel. Par contre, l'idée, c'est qu'on vous fasse un petit peu un bilan et puis de l'état actuel d'où en est SysML. Et puis les enjeux, puis les retours qu'on peut avoir des différentes formations qu'on peut faire ou des différents contacts qu'on a avec les enseignants qui se sont un peu cassés les dents, notamment en STI 2D. Et puis faire un peu de prospective sur l'avenir. Donc si je vous avais raconté des belles choses sur SysML, vous ne m'auriez peut-être pas cru parce que vous auriez peut-être pensé que je suis un peu jugé parti. Donc le mieux, on a essayé de trouver des critères un petit peu objectifs. Donc il y a des outils sur le web qui permettent de mesurer quelles sont les tendances, les trends en anglais. Donc je vous invite à aller voir. Ça, c'est des chiffres qui datent de fin de l'année dernière plutôt. Mais ce qui était intéressant pour nous, c'était de voir qu'à chaque fois qu'on a organisé des journées SysML, ça tweetait un peu plus que d'habitude. Donc ça, c'était sympa. Si on regarde sur Google, quelque chose qui est assez intéressant et que moi personnellement, j'avais pas conscience de ça. Pourtant, je fais pas mal de conférences internationales. Mais c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'activités, beaucoup de bruit en tout cas autour de SysML en France, et plus particulièrement en Europe. Donc ça vient aux États-Unis. Oui, non mais SysML, c'est pas français. Donc c'est assez surprenant quand on regarde la carte. On a l'impression qu'on est un peu à la rue des fois en France, qu'on suit le mouvement, alors qu'en fait autour de SysML, on est plutôt précurseur, et notamment par les industries qui l'utilisent, l'aéronautique étant moteur là-dedans. Donc si on regarde en termes de régions, c'est la France, l'Allemagne, le Japon qui sont en tête. Ça c'est aussi original. On va essayer d'aller un peu vite parce que je pense que vous avez plus de questions que... Donc oui, la région toulousaine, au début on s'y dit tiens, c'est parce que SysML France, les fondateurs sont de Toulouse. Non, en fait c'est l'aéronautique, tout simplement. Enfin, c'est notre interprétation modeste. Voilà, de la région toulousaine, la région parisienne, on voit que c'est pas anormal. Donc tout le monde sait que SysML c'est porté par l'OMG qui est l'organisme qui produit les spécifications, mais c'est surtout une combinaison de l'OMG et de l'INCOSI dont on a parlé tout à l'heure. Mais l'OMG, il a fait une petite étude en 2009 sur le retour d'expérience qui avait déjà eu lieu. SysML, c'est vieux. Les idées de départ, elles datent de 2001. Donc c'est quand même assez âgé. La première spécification, c'est plutôt 2007, je crois, mais voilà, c'est dans les cartons depuis un petit moment. Donc en 2009, ils ont fait un retour d'expérience qui est assez intéressant pour voir un petit peu à quel moment c'est utilisé, qui s'en sert ou ce genre de choses. Donc là, j'ai repris que quelques petits extraits. On voit que c'est surtout sur les phases, donc pardon pour l'anglais, c'est surtout sur les phases amont du cycle de développement qu'on a vu tout à l'heure que SysML... pour lesquels les retours d'expérience montrent qu'il y a le plus d'intérêt à utiliser SysML. C'est un petit peu naturel parce que ça permet notamment de bien lier les exigences avec le reste du développement. En termes de domaine d'application, on voit que tout ce qui est espace ou aérien domine les domaines d'application, mais il y a tout un tas de domaines particuliers comme celui du médical par exemple. Loïc en parlera sûrement puisqu'il travaille sur des éléments de médicaux. On voit que c'est quand même très varié. Et la plupart du temps, ce qui ressort aussi comme point commun de tous ces éléments-là, c'est le côté critique des applications. Que ce soit des systèmes embarqués ou des systèmes automotifs, c'est-à-dire tout ce qui est train et véhicules, ou que ce soit le médical. Voilà. Partout où il y a besoin de rigueur et de cohérence entre les modèles, en fait, on en reparlera. Mais c'est l'intérêt d'avoir une notation. SysML, on l'a dit, c'est qu'un outil. Vous avez vu dans la présentation précédente, il n'y a pas un seul diagramme SysML. Le but de SysML, c'est pas de remplacer tous les diagrammes qui font bien, tous les outils ou toutes les notations qui font bien leur boulot, mais ça se veut un peu plus comme soit un langage de référence, soit un langage de fil conducteur, comme certains aiment à le dire. Mais voilà, un sorte de langage de référence que les gens auront pour
relier leurs notations spécifiques entre elles. En termes de discipline, bien évidemment, c'est les ingénieurs système qui l'utilisent le plus. C'est pas surprenant, et on voit quand même que c'est effectivement tiré par l'ingénierie logicielle plus que par le matériel. En termes de diagrammes, bon, ça vous parlera peut-être pas beaucoup si vous les connaissez pas, mais si vous les avez vus, on voit grosso modo. Alors c'est à la fois pas surprenant cette courbe d'utilisation, mais c'est aussi décevant. Moi, par exemple, dans SysML, ce que j'avais bien aimé venant du logiciel, c'était le diagramme paramétrique, que je trouvais absent des autres notations, et on voit que finalement c'est pas celui le plus utilisé. Donc on voit qu'il y a encore du chemin à faire. C'est pas parce que la notation est là qu'il ne faut pas qu'on travaille à comment l'utiliser, parce que les diagrammes qui sont le plus intéressants pour l'ingénierie système, ils sont parfois les moins utilisés. Donc ça veut dire qu'il y a encore du travail à faire autour. Donc l'état actuel, nous, de ce qu'on voit depuis l'existence de l'association, et puis moi personnellement depuis que j'ai regardé SysML, c'est une adoption qui est vraiment montante. Il y a de plus en plus d'industries, des industries nouvelles qui l'utilisent. SysML France a été invité à faire une présentation à Bureau Veritas, qui fait de la validation, de la vérification et de la certification. Et voilà, donc ils sont amenés à être de plus en plus confrontés à des modèles qui sont en SysML. Donc il y a de plus en plus d'industries. Donc il y avait des industries comme les ascenseurs, par exemple, qui étaient là à cette réunion, qui s'intéressent à SysML. Les militaires, c'est un peu surprenant aussi, mais donc les militaires, outre que l'aviation, etc., mais les militaires pour l'aspect système de système. SysML, ça a été fait au départ pour faire de l'ingénierie système, on l'a dit, et pour faire communiquer pour modéliser la communication de systèmes qui étaient différents. Les organisations militaires ont assez vite adopté cette notation-là pour représenter les protocoles de communication entre eux. Donc, en termes d'enseignement, moi je constate que c'est de plus en plus enseigné. Alors, je ne reviens pas sur le débat de comment on l'impose ou comment on accompagne les enseignants dans le fait de l'enseigner. Mais en tout cas, moi, dans toutes les écoles importantes d'ingénieurs de Toulouse, que ce soit l'ENSET, l'ancien SUP Aéro, NCK, qui s'appelle maintenant ISAE, et les différents masters où il y a un tant soit peu d'embarqués ou de systèmes, c'est systématiquement enseigné, avec plus ou moins de volume horaire selon la sensibilité des gens qui ont construit le syllabus. Je ne reviens pas sur l'enseignement en bac STI 2D et en prépa, mais voilà, c'est de plus en plus enseigné. Ça, les industriels, ils sont très agréablement surpris de ça. Tous les industriels auxquels on dit, vous savez, maintenant c'est enseigné en bac STI 2D, ça va être enseigné en prépa, sont très contents de cette nouvelle-là. Non pas qu'ils utilisent ou qu'ils vont utiliser ou qu'ils savent qu'ils vont utiliser SysML, mais ils savent au moins que les ingénieurs qui vont embaucher ou qui vont avoir en stage ou qui vont avoir à leur disposition en début de carrière vont connaître cette notation-là. Et donc ils vont pouvoir expliquer leur démarche, expliquer leur méthodologie, leur approche, leur concept, en sachant que les étudiants qu'ils embauchent ont ce socle de concept en tête. Donc ils prennent ça avec beaucoup d'intérêt, cette intégration dans les syllabus de SysML. Donc il y a pas mal de retours d'expérience demain, notamment autour de l'enseignement en STI 2D. Donc je vais passer assez vite, mais les principaux retours qu'on a eu des premières expériences, c'est le manque de support commun, de support au sens pas support certifié, mais support dont on sait que les modèles sont bons. Alors on a eu des discussions au cours de la journée, c'est compliqué de dire qu'un modèle il est bon, mais on peut justement discuter sur ce qu'est un bon ou un mauvais modèle quand on a la masse suffisante de modèles à disposition. Donc il y a un effort à faire de mon point de vue sur comment on pourrait avoir un endroit où on dépose, où on cherche, où on manipule des modèles existants qui soient pas forcément tous corrects, mais pour lesquels on puisse discuter ça, et puis un forum où on puisse avoir des échanges entre enseignants notamment, puisque c'est le but ici, mais entre personnes qui se posent des questions sur la notation. Voilà, manque de support et d'exemples qui soient accessibles, et puis explications sur certains concepts qui sont un peu compliqués, y compris pour ceux qui ont produit la norme parfois. Dans l'enseignement supérieur, donc, pour ce qui est des publics d'informaticiens, quand ils ont, vous savez sûrement tous que SysML, c'est quelque chose qui a été construit au-dessus d'une autre notation qui, elle, est universelle en logiciel, qui est UML.
Donc l'exemple du UML est frappant pour ça, hein. Tous les étudiants qui sortent en informatique connaissent UML, et ça c'est quand même intéressant pour les sociétés d'informatique. Donc quand on fait du SysML à ce public-là, quand ils ont fait de l'UML, le passage se fait assez naturellement, sauf évidemment au concept d'ingénierie système qui, eux, sont la plupart du temps enseignés à part d'ailleurs. Par contre, ce qui est assez rigolo, un retour d'expérience un peu qui moi m'a surpris quand ça m'est arrivé, quand on a un public de ce que j'ai appelé les systèmeux, donc des gens qui viennent plutôt de l'ingénierie système, il ne faut absolument pas qu'ils aient fait UML avant, ça les déstabilise, hein. Il vaut mieux leur enseigner SysML from scratch, c'est-à-dire voilà, on introduit SysML comme une solution, comme une réponse à un besoin qu'ils pourraient avoir. Et en général, ça se passe très très bien. Moi, j'ai enseigné à des ingénieurs de chez Continental. Voilà, ceux qui avaient fait de l'UML étaient refroidis par la modélisation parce que c'était trop loin de leurs préoccupations. Ceux à qui on enseigne SysML d'entrée, sans avoir parlé d'objets, de classes, d'héritage, des choses qui n'ont absolument rien à voir avec l'ingénierie système, ça se passe très bien à partir du moment où on apporte SysML comme une réponse à un problème qu'ils peuvent avoir. Et puis voilà, je vais passer la parole sur les retours industriels à mon camarade dont c'est plus la spécialité. Alors, si on reprend un peu les enjeux industriels, effectivement, ils sont nombreux. Il y a beaucoup de choses qui sont encore en fait en phase de recherche, enfin, qui sont dans les départements de recherche. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller, et ça ne veut pas dire que ce n'est pas utilisable. C'est bien les deux choses qu'il faut retenir aussi. Donc les grands groupes, bah, évidemment, ils y sont tous passés. Alors après, il y a plus ou moins de grande profondeur, effectivement, dans les métiers. Mais quelque part, ça apparaît et c'est utilisé, ou au moins les concepts sont utilisés dans tous les cas. Et puis, on voit déjà en fait apparaître des extensions, comme de DAF-MODAF, qui sont plutôt dans l'architecture d'entreprise, qui est une couche par-dessus. Ou alors, pour l'armée, on retrouve il y a des normes spécifiques à l'OTAN, par exemple, pour faire du système de système, etc. Donc, il y a déjà des extensions sur l'après-SysML ou sur le SysML++, qu'on va dire. C'est vraiment fait pour être évolutif, donc ça l'est, tout simplement. Ensuite, ce qu'on voit aussi, c'est le couplage. Il y a de plus en plus de couplage fait de SysML avec autre chose. Donc, par exemple, on va retrouver des couplages avec MATLAB, bien évidemment, MATLAB Simulink. On va retrouver chez IBM le process Harmony, qui est un process d'ingénierie système basé sur SysML. On va retrouver du couplage SysML plus Modelica, SysML plus Simulink, plus VHDL AMS, par exemple, pour faire de la simulation de systèmes, de modèles SysML. Donc là, au niveau des enjeux, en fait, il y a encore beaucoup de choses qui sont en phase de tests, d'analyse. On sent qu'il y a quelque chose, donc tout le monde met des efforts. Il n'y a qu'à regarder les projets européens, il y en a une grande partie qui tourne autour de ces notions-là. Et à chaque fois, SysML apparaît dedans. Donc ça, déjà, ce qu'on peut se dire, c'est que oui, SysML, c'est la brique de départ de plein d'autres choses. Alors les domaines, oui, ils sont variés, comme Jean-Michel a pu le montrer tout à l'heure. Ce qu'on retrouve, c'est que ce sont toujours des systèmes soit où il y a un besoin de certification fort, et le besoin de certification, il vient d'où ? Soit parce qu'il y a des vies en jeu, c'est tout le domaine des transports, et soit parce qu'il y a un coût très important. Si vous faites planter votre satellite, c'est une somme d'argent assez conséquente. Du coup, ça devient critique aussi. Donc c'est les deux domaines principaux. Et ce qu'on voit apparaître, c'est dans le domaine médical. Jusqu'à maintenant, c'est assez léger, c'est beaucoup de l'autocertification. Mais le niveau monte aussi, si on regarde aux États-Unis notamment. La Food and Drug Administration, qui est l'organisme qui certifie les dispositifs médicaux, demande des contraintes de plus en plus fortes. Et donc à ce moment-là, il faut mettre en place toute l'ingénierie de systèmes complexes, comme M. Farjon l'a montré auparavant. Et puis, ça touche aussi maintenant l'électronique avec tout ce qui devient system on chips. Donc un système qui est intégré en fait dans une puce, tout simplement. Bon, il y a des réseaux à l'intérieur de cette puce, il y a des choses comme ça. Donc à l'intérieur même d'une puce électronique, on a de plus en plus de complexité aussi. Et donc du coup, il y a donc le DSL, ça veut dire Domain Specific Language. Donc il y a des extensions spécifiques à un certain domaine, mais la majorité en fait vient de se raccrocher au métamodèle SysML. Donc le métamodèle, c'est ce qui décrit, c'est le modèle du modèle. Et puis après, on cherche à donner une sémantique un peu plus précise aussi à ce modèle SysML. Donc c'est tout ce qui concerne l'animation de modèle. Là aussi, il y a beaucoup de choses qui sont en cours de normalisation, de tests, etc. Donc ALF est le dernier langage de l'OMG pour modéliser, spécifier les actions.
Donc la tendance au niveau de l'intégration, donc c'est l'intégration des outils de simulation. Hein. On peut aussi générer des jeux de test, donc à partir d'une spécification SysML par exemple. On va générer un jeu de test qui va être après lancé automatiquement soit sur un banc de test qui mixe du hardware et du logiciel, ou enfin du simulé, ou qui va faire que du simulé, ou etc. Et là où ça devient le plus intéressant, c'est que le fameux cycle en V, en fait, il a tendance à se transformer maintenant en cycle en W. Mais c'est en fait jamais qu'une instanciation du cycle en spirale. C'est-à-dire qu'on va d'abord faire effectivement une spécification, mais on va écrire surtout comment on va la tester, cette spécification, et on va la faire tourner. Donc ça peut être de la simulation, mais ça peut être des tas d'autres choses. Mais c'est aussi cette même spécification de jeu de test qui sera jouée en réel à la fin pour l'intégration ou la validation ou la vérification selon où on en est dans la remontée. D'accord ? Donc du coup, on fait un W, les deux barres du W pour descendre, qu'on tourne en virtuel dans un premier temps, et puis on la rejoue sur le physique à la fin. Donc là aussi, vous voyez, c'est le processus qui est important. Et c'est ces concepts-là qui sont importants à voir. Mais donc si on reprend, si on fait le descente du W, on voit la première partie de la spirale, sauf qu'on descend de plus en plus, et puis en fait, à la fin, on a le cycle complet quand on remonte. Et ce qui est certifié, évidemment, notamment dans l'aéronautique, c'est bien le résultat final. Mais ce qui est important, notamment à faire passer au niveau, vous, dans l'enseignement, c'est justement cet aspect processus, et c'est ça qui n'est pas évident non plus à transmettre. J'y reviendrai un peu après. L'autre question qui se trouve, c'est SysML, est-ce que c'est un langage pivot, langage de glue, ou est-ce que c'est un langage à montrer à l'utilisateur final ? Là encore, M. Farjon le montre bien, c'est qu'il y a des exemples qui sont plus frappants. L'avion, on le comprend mieux si on voit un avion que si on voit un bloc marqué avion. Ça paraît idiot, mais voilà. Mais du coup, derrière, on peut très bien son image, son diagramme, on peut le décrire en SysML. Donc là encore, ce qu'il faut, c'est au moins les concepts, les partager, puisqu'après on veut faire une traçabilité. Puisque si après on fait une étude d'impact, on dit bah non, finalement, les avions de ce type-là, on n'en prend pas compte, qu'est-ce que ça impacte ? Du coup, là, on a besoin d'un modèle, puisqu'on va pouvoir suivre tracer tout ce qui dépendait de ça et l'enlever. Et on peut faire des estimations de coûts, etc. Donc c'est là où c'est important d'avoir un modèle. On ne fait pas du dessin, on ne fait pas de la documentation, on fait un peu plus que ça. Parce qu'on se pose d'autres questions derrière. Donc ça, l'utilisation de SysML, on ne sait pas encore l'avenir, si il sera caché ou pas. Mais en gros, le métamodèle, quelque part, il restera là. Et d'ailleurs, il était déjà présent dans d'autres normes auparavant. Donc il y a beaucoup de défis encore autour de SysML, que ce soit la difficulté d'adaptation aux ingénieurs métiers, que ce soit est-ce que c'est un pivot ou pas, au niveau expérience utilisateur aussi. Me demandez pas quel outil est bon, quel outil il faut utiliser, pour moi ils sont tous mauvais. La preuve c'est qu'ils sont tous compliqués à prendre en main, ils sont très loin des questions qu'on se pose. Monsieur Farjon, encore une fois, vous m'excuserez, devrait faire du SysML sans le savoir. Ce qu'il veut, c'est placer ses objets, etc., pour faire ses diagrammes et ses outils d'analyse et son analyse fonctionnelle. Il y a effectivement des outils libres, etc. Donc on peut dire que tout est là, tout est présent pour le faire, y compris au niveau formation. Bien, alors on a insisté notamment dans la discussion à midi, je viens de le dire aussi, mais ce qui est important, c'est le processus. Des processus, il y en a plein. Et SysML n'est pas un processus. Donc ne cherchez pas dans SysML comment faire, c'est pas écrit. Le comment, il sera écrit ailleurs. Alors il y a le niveau le plus logique, et c'est un peu celui qui découle naturellement quand on déplie le cycle en V, c'est exigence, fonction, architecture logique, architecture physique. Tous les autres, en fait, sont plus ou moins basés sur celui-là, avec des raccourcis ou pas, etc., ou des manières d'organiser. Mais grosso modo, c'est ça qu'il faut retenir. Et si je veux préciser un peu, je partirais même besoin, exigence, fonction, etc. Donc là, j'en ai mis quelques-uns juste pour référence, puisque les slides sont disponibles. Vous pouvez creuser derrière. Mais donc, ce qu'il faut retenir, c'est l'essence derrière tout ça. Là encore, au niveau processus, ce qui est difficile, c'est que quand vous trouverez des exemples sur Internet, vous trouverez le résultat final. Mais le résultat final, ce n'est pas le plus intéressant. Il fige un peu les choses et il ne montre pas la démarche. Et la démarche, c'est un espèce de zigzag. Ce que je disais tout à l'heure sur le cycle en V, sauf que là, cette fois-ci, c'est au niveau du modèle. On va d'abord décrire les besoins, et puis après, on va décrire le contexte. Donc, on commence à mettre le système en boîte noire. Donc, on commence à lui mettre des attributs. Et puis après, on va continuer dans un certain nombre d'exigences, ce qui fait qu'on va rajouter et raffiner le modèle du système. Ou des systèmes, d'ailleurs, puisque l'un des intérêts, c'est de tester des alternatives. Du coup, c'est là aussi où c'est un peu biaisé dans
dans la pédagogie des STI classiques, c'est que vous partez d'une solution existante et puis vous essayez de raccrocher les morceaux et de retrouver tout ça. Et ça, des fois, il vaudrait mieux partir d'un système qui n'existe pas. Au moins, vous testerez les alternatives, vous poserez les bonnes questions et vous retrouverez sur les bons critères de sélection. Alors, est-ce que c'est à peu près lisible? Ouais, moyen. L'idée là, c'est donc effectivement dans SysML, on peut faire des exigences. Mais avant de faire des exigences, il faut déjà faire le besoin. Là, pourquoi je l'ai mis, c'est juste comme ça, vous verrez un peu comme une façon de faire en SysML pour dériver des exigences, rajouter des contraintes et exprimer un certain nombre de choses. Mais ce que je voulais surtout marquer, c'est là, par exemple, j'ai un besoin, c'est le conducteur adapte sa conduite pour économiser du carburant. Ça, voilà, c'est un truc dans le domaine du problème. Donc là, dans l'occurrence, c'est le problème du conducteur, c'est qu'il doit adapter sa conduite pour économiser du carburant. Comment est-ce qu'il peut adapter sa conduite? Par exemple, c'est avoir une vitesse régulière. S'il a une vitesse régulière, forcément, il va économiser du carburant. Donc là, je raffine, voilà, vous voyez le besoin. Et là, je n'ai pas parlé de système encore. Je n'ai pas dit, vous ne savez pas me dire quel système va permettre de répondre à ce besoin. Mais c'est bien comme ça qu'il faut l'exprimer. Et puis, pour qu'il puisse avoir une vitesse régulière, il faut qu'il puisse connaître l'écart entre la vitesse du véhicule et puis une vitesse cible. Je n'ai pas dit comment il raffinait, d'où venait cette vitesse cible, mais quelque part, voilà, j'ai une vitesse régulière que je vais avoir. Il faut que je connaisse cet écart-là. Évidemment, cette exigence, ce besoin-là, va être traduit ensuite en une exigence système qui dit le système doit fournir le signe de l'écart, par exemple, ou l'écart entre la vitesse cible et la vitesse actuelle. Et puis là, à droite, j'ai une deuxième série de besoins, c'est le conducteur adapte sa conduite pour ne pas avoir de PV. Ça, c'est mieux quand même quand on conduit. Du coup, il faut évidemment qu'il conduise en deçà de la vitesse autorisée, la vitesse limite sur le tronçon sur lequel il est. Bon, là, j'ai déjà fait un premier choix qui est de dire une contrainte, c'est que la vitesse cible, elle doit être inférieure à la vitesse limite. Je n'ai pas dit comment c'est satisfait, etc. J'ai juste dit la contrainte que doit avoir celle-ci. Ce qui est intéressant en faisant ça, c'est que là, on peut faire de l'analyse d'impact. Si demain, mon client il me dit « Ah oui, mais non, en fait, c'est pas tout à fait ça que je voulais, c'est pas avoir des PV, c'est pas perdre de points. » Ah, c'est peut-être un peu différent, puisqu'il y a une partie où on ne perd pas forcément de points. Enfin, voilà. Donc du coup, là, on peut faire de l'analyse d'impact, de l'analyse de coûts, etc. Donc ça, c'est très très important. Et après, on le dérive sur le système, effectivement. Donc ça, c'est la première chose sur laquelle je voulais appuyer. Alors après, vous connaissez, je vais commencer un peu à faire, ou à ne pas faire d'ailleurs, on va voir, une comparaison avec les méthodes que vous connaissez. Donc si je reprends le système à faire, qu'est-ce qu'il doit faire? Il rend service à qui? Au conducteur. Et il agit sur quoi? Sur quoi agit le système? Il agit sur la connaissance du conducteur de l'écart entre la vitesse cible et la vitesse véhicule. Tout ça, pourquoi? Pour avoir une vitesse régulière et inférieure à la limite autorisée. D'accord? Donc ça, c'est du apt. Comment on le fait en SysML? Vous voyez, tout de suite, c'est un peu plus complexe. En fait, il y a déjà beaucoup plus de choses que les trois bulles. Et ouais, mais pourquoi? C'est ça qui est important. Pourquoi? Parce que ça, c'est hyper limitatif. Ça prend déjà en compte qu'un seul partie du cycle de vie, c'est le cas nominal, l'utilisation nominale. Et ouais, mais il n'y a pas que ça dans la vie. On l'a vu, on parlait de cycle de vie. Maintenant, avec les normes REACH et compagnie, il faut prendre le retrait en compte. Votre transporteur, si vous faites un produit qui est impackageable, vous ne le vendrez jamais. Donc il faut aussi prendre en compte ces questions-là. Il faut pouvoir le démonter, le mettre en paquet, etc. Donc il faut commencer à un moment donné à se poser les différents contextes. Donc là, j'ai fait un choix. Donc là, j'insiste bien. J'ai dit, de manière générale, le contexte, il y a le système à faire qui apparaît ici. Il fait partie d'un contexte. Et puis un des contextes, c'est le contexte conduite. Et dans le contexte conduite, il y a un utilisateur final qui est le conducteur. Et puis il y a un truc qui intervient, c'est le véhicule. Donc là, je commence à dessiner, mais vous voyez que c'est moins illustré que l'image de tout à l'heure, qui est le concept les composants du concept of operation, du ConOps. Et puis, comme j'ai voulu essayer de raccrocher un peu la bête à cornes, en bas, j'ai dit, le système, il a une finalité, qui est une activité, qui doit être de maintenir la connaissance du conducteur de l'écart entre vitesse cible et vitesse véhicule. Et vous voyez, j'ai dû réécrire le chose. Là, c'est maintenir, c'est un verbe, c'est une action. Parce qu'une activité, c'est une action. Alors que tout à l'heure, c'était avoir une connaissance, etc. Donc vous voyez bien, on ne représente pas en fait les mêmes choses. Et ça, c'est très très important. Et puis ce que je disais, avoir une vitesse régulière, c'est qui a la vitesse régulière? C'est pas le système à faire. C'est un truc qui est un peu transverse. Voilà, donc là, je l'ai mis sur le contexte conduite, mais parce que
c'est l'ensemble conducteur plus véhicule qui doit avoir une vitesse régulière. C'est l'ensemble des deux qui fait ça. Est-ce que c'est un bon exemple? Pas forcément. Souvent, le cycle de vie, moi je préfère le faire en diagramme d'état, puisque un cycle de vie, c'est bien ça, mon système à faire, il se trouve dans différents états. Néanmoins là, pour cette démonstration-là, j'ai préféré faire comme ça. Donc ce que ça veut dire aussi, c'est qu'un des messages, il n'y a pas de bon ou de mauvais modèle. De toute façon, tous les modèles sont faux, parce que sinon c'est la réalité, c'est plus un modèle. Dans un modèle, il y a forcément une abstraction, donc il y a forcément des trucs faux. Par contre, il doit répondre à une question. Il doit servir à quelque chose, ce modèle. Donc là, ce modèle-là, il permet, oui, de répondre que, il y a un contexte principal qui est le contexte de conduite, et puis en gros, il y a une finalité. Là, je le vois, il y a un truc finalité. Ok. Ça, généralement, on le retrouve justement dans les processus évoqués précédemment, cette manière de l'écrire, voire même, il y a des entreprises, en fait, toutes les entreprises qui utilisent sérieusement SysML figent à un moment les choses et disent, voilà, c'est comme ça qu'on va l'écrire. Ça sera correct dans 80% des cas, mais au moins, on aura tous la même, on comprend tous la même chose. Là encore, ce qui est important, c'est ça, c'est le côté collaboratif, communication. Donc ne cherchez pas à faire des modèles corrects, de toute façon, ils sont faux. Par contre, ils seront plus ou moins valides en fonction de la sémantique de SysML. Et ce qui compte, c'est qu'ils répondent à une question et qu'ils soient compréhensibles. Ensuite, généralement, vous faites une analyse fonctionnelle. Donc, par exemple, ici, je pars de maintenir la connaissance de l'écart entre vitesse cible et véhicule. Bon, pour ça, il faut quoi? Par exemple, je veux dire, il faut régler la vitesse cible, il faut acquérir la vitesse véhicule, et puis il faut que j'informe le conducteur. Bon, pourquoi pas. On voit déjà là un certain nombre de premiers choix. Pourquoi il faut régler la vitesse cible? Pourquoi d'ailleurs le système ne pourrait pas l'acquérir directement? C'est une bonne question. Donc là, voilà, c'est un premier choix. On voit que là, déjà, il y a un certain nombre de choix. Donc ça, c'est le diagramme FAST. J'aurais pu creuser plus loin. J'ai les exemples pour ceux qui le veulent. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire du SysML. Donc tiens, pourquoi pas celui-là? Pourquoi pas? Mais est-ce que ça a le même sens? Est-ce que ça veut dire la même chose? En fait, pourquoi on faisait le diagramme FAST? Pour commencer à trouver une architecture. Bon, déjà, première remarque, c'est assez réductionniste, généralement, comme approche, ce qui n'est pas forcément le plus à même pour gérer la complexité, justement, qu'on désire gérer. Donc, encore une fois, c'est un compromis. Donc, il n'y a rien de parfait, je suis désolé, on n'est pas dans un monde parfait. Donc, c'est à voir. Donc moi là j'ai fait quoi? J'ai juste dit, voilà, j'ai déclaré une vitesse, régler la vitesse cible à l'intérieur de l'autre activité, parce qu'a priori elles sont liées quelque part, donc c'est bien qu'elles soient assez proches dans le modèle. Mais en fait la sémantique de l'un n'est pas du tout égale à la sémantique de l'autre. Donc revenons à la sémantique de ce truc-là. Ça veut dire quoi? Ça veut juste dire que pourquoi j'ai une fonction, dans mon système j'ai une fonction régler la vitesse cible, c'est parce qu'à un moment donné je dois maintenir la connaissance blablabla de l'écart. Hein, à gauche, quand on remonte, c'est le pourquoi, et à droite c'est le comment. En fait, en SysML, on va dire le comment de manière totalement autre. On va faire déjà deux choses en SysML, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de diagrammes à faire quand vous faites du SysML, parce qu'on différencie bien la déclaration de la chose de son utilisation. Or là, en face, on fait les deux d'un coup. Mais du coup, ça pas vraiment, il y a plein de choses qui sont cachées derrière. Sauf qu'en SysML, ça devient explicite. Et justement, c'est tout ça l'intérêt. Donc là, en fait, j'ai juste déclaré finalement. J'ai jamais dit que pour maintenir, il fallait avoir ces trois activités-là. C'est pas du tout ça que j'ai dit. Donc par exemple, c'est là où ça me semble intéressant de passer au SADT, c'est que là, on commence à dire comment on l'utilise. Donc en SysML, là, je l'ai déclaré avant. Maintenant, je pourrais l'utiliser. Et en plus, le SADT par rapport au FAST, l'avantage, c'est qu'on va commencer à donner des entrées-sorties. Donc là, je ne les ai pas nommés sur ce diagramme-là, SADT, j'aurais pu, effectivement. Mais en gros, il y a l'utilisateur qui va... Enfin, il y a une vitesse cible qui vient de quelque part, qui permet le réglage. Enfin, des commandes, plutôt, sur la gauche. J'ai une boîte qui crée un truc, une information ex nihilo. Donc déjà, c'est louche, mais oui, c'est normal, puisqu'on est en cours de conception. Donc je ne peux pas savoir à l'avance ce que j'ai besoin. Est-ce que j'ai besoin d'un signal satellite? Est-ce que j'ai besoin d'une prise ODB qui va se connecter sur la voiture, etc. J'en sais rien. Donc forcément, c'est partiel. Donc là, mon diagramme, quelque part, il représente un truc faux. Ça ne peut pas fonctionner, l'information créée ex nihilo. Mais néanmoins, c'est utile à la réflexion. Donc ce diagramme SADT, ok, très bien. Comment je le représente en SysML? Par un diagramme d'activité. C'est une fonction. Fonction activité, c'est du comportement. Et donc là, effectivement, j'ai des petits trucs en plus, c'est que faut que je déclare des ports, en fait. Et puis normalement, il faut aussi que je déclare un type d'information sur chacun des ports.
Donc là, quelque part, ce modèle SysML-là, il n'est pas complet, encore une fois. Il manque les informations de typage. Mais c'est normal, puisque je suis en train de le construire aussi. Donc là, il y a beaucoup de choses. Mais néanmoins, vous voyez qu'entre ce diagramme-là et puis le précédent, c'est la même chose. Donc ce que je veux dire par là, dans le message, c'est que vous pouvez essayer de faire des analogies entre ce que vous faisiez avant ou après, mais surtout, ce qui est mieux, c'est de passer par les concepts que vous utilisez. Une fonction, c'est quoi? Et c'est pour ça que, par exemple, dans le diagramme de preuve, ce qui est gênant, c'est les fonctions de contrainte. Est-ce que c'est une fonction? Ce n'est pas une fonction au sens SysML du terme, parce que fonction, c'est un comportement. Est-ce qu'une contrainte, c'est un comportement? Non, c'est une contrainte. Donc on va le modéliser autrement. Alors que dans le diagramme de pieuvre, on le représente tous sur la même chose. Alors je ne suis pas allé plus loin sur le diagramme de pieuvre. Sachez que, par exemple, il y a un certain nombre d'industriels qui sont en train de ne plus l'utiliser. Pour une raison simple, c'est que l'information principale, qui est justement la fonction de contrainte ou de coût principal, etc., c'est finalement ce qui est le plus léger sur le diagramme, c'est un trait. Du coup, il y a d'autres notations où on voit vraiment que c'est l'élément principal et puis on voit les contraintes. Voilà aussi pourquoi on change un peu de notation sur certaines choses ou que certaines personnes l'abandonnent. Pour résumer, vous pouvez faire des analogies, etc., mais essayez plutôt de reprendre ce processus et de voir qu'est-ce que j'ai besoin comme information, à quelles questions je dois répondre à quel moment, et de partir là-dessus. N'essayez pas de vous raccrocher aux choses. On peut le faire, vous voyez, mais ça n'a pas vraiment de sens. Ou du moins, c'est un sens que temporaire, à un moment donné, pour placer un certain nombre de composants, puisque typiquement, à la fin, là, mes fonctions-là, elles ne vont pas rester comme ça. Je vais les allouer à un composant, je vais en faire quelque chose d'autre, les décomposer, etc. Et c'est ça qui sera vraiment utile au final. Hop. Alors après, je disais tout à l'heure, il y a des tas de choses sur le comment. Pour faire des liens, donc on peut faire des liens. Il y a déjà un profil qui existe pour encoder Modelica en SysML, avec des outils qui sont capables de générer du Modelica. Et donc après, vous allez dans un outil Modelica pour animer le modèle que vous avez décrit en SysML initialement. Bon, il faut bien reconnaître que c'est un peu lourd pour l'instant, mais bon, là encore, les outils s'améliorent. Du coup, chez Thales, évidemment, on retrouve l'utilisation pour faire de la co-simulation et puis aussi pour valider au plus tôt les exigences, justement, ou les besoins. Donc là, en diagramme de blocs, évidemment, ils en trouvent un certain nombre de diagrammes, de courbes caractéristiques, etc., qui va permettre de prendre des décisions, encore une fois. Donc là, ce qu'on voit bien, c'est que bien ça, c'est pour prendre une décision. On ne modélise pas pour modéliser, on modélise pour prendre des décisions, pour choisir, pour vérifier. Et ensuite, il y a beaucoup de choses. Mais surtout, ce qu'il faut voir, c'est que l'élément principal, c'est qu'on oublie le document. Un document, ce n'est pas maintenable. Un document, ça ne permet pas de faire des études d'impact. Un document, ça ne permet pas d'animer le modèle. Ça ne permet pas de tout ça. Donc du coup, on fait un modèle pour répondre à toutes ces questions-là. C'est pour ça qu'on vous demande de passer à SysML. C'est parce qu'il y a de nouveaux enjeux qu'on n'avait pas avant et qui apparaissent à tout le monde maintenant. Et puis, il y a des tas d'objets, de projets, etc. Si on veut laisser un peu de temps pour les questions, ouais. Parce que je pense qu'on va avoir beaucoup de questions dans la salle. Et donc, voilà, je crois que c'est le dernier, de toute façon. Oui, après, c'était sur l'association, on verra. Ouais. Merci. Voilà. Très bien. Merci. Alors, vous avez donc devant vous un enseignant à l'université, un industriel, un ingénieur industriel. Est-ce que vous avez des questions sur l'outil SysML? Donc je laisse la parole au public pour les quelques questions. Allez. Eh bien, parfait. Pas de questions, donc tout va bien. Si, il y a une question là. Où ça? J'ai pas vu. Sébastien, c'est ça? Bonjour à tous, excusez-moi pour ma voix cassée. Alors j'ai juste une petite remarque à faire, c'est sur la toute petite introduction que vous avez faite où vous avez pris le parti en disant que tout le monde connaissait. En fait non, tout le monde ne connaît pas ou n'a pas eu accès aux informations. Alors c'est pas du tout polémique mon discours, c'est que nous-mêmes sur l'académie où on a eu droit à une formation SysML fait par quelqu'un qui travaillait d'abord sur de l'UML et effectivement tel qu'on l'a vécu, sur des exemples très simples, type machine à café, ce qu'on retrouve tout le temps, forcément, on arrive à peu près à comprendre comment ça s'adapte. Et en fait, j'aimerais savoir votre point de vue
sur des systèmes complexes comme les nôtres, comme ceux qu'on peut trouver dans les laboratoires, qu'est-ce que vous nous conseilleriez pour pouvoir se mettre facilement à ça? Parce qu'à titre personnel, par exemple, j'avais cru comprendre à un moment donné l'intérêt qui était justement ce lien qui pouvait se faire avec différents types d'outils logiciels et en changeant finalement une valeur dans un cahier des charges traduit à la sauce XML, que ça pouvait se modifier dans d'autres plateformes. Et visiblement, alors à moins que mes renseignements soient faux et je veux bien tout à fait l'entendre, visiblement les outils sont en développement en fait. C'est-à-dire que c'est pas tout à fait encore fonctionnel, pas tout à fait pratique. Alors du coup nous, comme on a les élèves, enfin moi je suis en première année, donc on a les élèves qui vont démarrer là-dessus dès septembre. C'est vrai qu'il faut que nous-mêmes on soit à même en fait de leur dire pourquoi est-ce que c'est mieux de faire ça plutôt que de rester sur l'ancien schéma. À titre personnel, j'ai pas du tout ni de réticence ni quoi que ce soit, mais j'aimerais être en fait convaincu et avoir des vrais arguments en fait qui me disent voilà c'est comme ça qu'il faut faire, c'est dans cet axe-là qu'il faut aller. Et parce que je pense que si on est convaincu, forcément les élèves seront convaincus derrière. Est-ce que vous pourriez nous éclairer un petit peu là-dessus? Donc finalement sur le premier point que vous avez peut-être zappé dès le départ, quoi. Oui, Merci. alors en fait, oui, on n'a pas voulu présenter CIEL parce qu'effectivement, il y avait la présentation hier. Je pense que vous avez au moins tous jeté un œil à un moment donné. Et il aurait fallu avoir au moins 2 sessions de plus pour ne serait-ce que gratouiller la couche XML. Et ça me semblait un peu plus pertinent aussi de voir juste sur des exemples comme ça un petit peu, parce que la notation, c'est pas ça la plus importante, c'est la démarche. Et la démarche, la problématique que vous allez avoir, c'est que dans la réalité, dans les gros projets, etc., où on utilise XML, il n'y a pas une personne qui fait tout le modèle, qui fait un modèle à lui tout seul. Or vous, quand vous allez devoir l'enseigner, vous allez devoir effectivement le faire de bout en bout. Donc c'est une première difficulté. Deuxième difficulté, c'est en termes d'outils. C'est vrai que les outils qui permettent de faire de l'animation, de la simulation, génération de code, etc., ils sont toujours partiels, c'est toujours un peu bidouillé, etc. C'est pas encore très mature. On s'en rapproche, ça approche à grands pas, hein, mais c'est vrai que c'est pas encore mature. Néanmoins, on sait que c'est ce vers quoi il faut aller parce que on est déjà capable, au moins sur des projets de recherche, de montrer l'intérêt de tout ça. Et après, donc, comment le montrer, comment en être convaincu? C'est un peu l'exemple que je prenais tout à l'heure. Si j'enlève tel besoin, qu'est-ce que ça change? Si demain j'ai un nouveau TICAS qui change les hypothèses, qu'est-ce que ça change? Quel est l'impact sur le changement de la norme? Si vous n'avez pas ce lien dans la norme, dans le modèle et jusqu'à la simulation, vous êtes incapable de répondre à la question. Il faut tout relire. Vous imaginez la documentation du machin? Alors que là, on peut espérer déjà faire un certain nombre d'outils automatiques qui vont aller vérifier l'impact. Donc il est juste là l'intérêt. C'est ça, c'est maintenance documentaire, parce que si je mets à jour un bout, l'autre bout se met à jour, je peux faire des études d'impact, etc. Alors c'est sûr que sur la machine café, on peut se dire que ça n'a pas d'intérêt. Oui et non. Quand il a fallu passer du filtre à la capsule, qu'est-ce que je remets en cause dans ma machine à café? Voilà par exemple une première question à poser à des élèves. Est-ce que je dois changer toute la cafetière? Je reconçois tout? Ou est-ce que finalement, il n'y a qu'une toute petite partie que je change? C'est par exemple une approche à avoir. Après, ça peut être des approches réglementaires. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont modélisé les vélos, par exemple, assistance électrique. La réglementation française, c'est au-delà de 25 km/h, on n'aide plus. Et si demain, la réglementation, elle dit elle aide qu'à 10% de l'effort, quel est l'impact? Est-ce que ça change tout le système? Est-ce que ça change que le logiciel, etc. Donc là, encore une fois, une manière de répondre, c'est parce qu'on a le modèle et on est capable de retracer. Et ça nous guide, en fait, cette traçabilité-là, elle nous guide vers les objets qu'il faut regarder, plutôt que de devoir tout passer en revue. De mon point de vue, la bonne façon de convaincre les étudiants, puisque c'est ça la question initiale, c'est de faire en sorte que la notation, quand vous l'introduisez, elle vienne répondre à un besoin. Donc par exemple, une façon que moi personnellement je fais, à la limite je fais faire les étudiants de manière intuitive. Si vous deviez me faire un dessin donc un peu à la main qui modéliserait tel problème, soit un comportement, soit une architecture, soit comment vous le feriez. Puis vous avez 26 étudiants, vous avez 26 notations différentes. Il y en a qui ont fait des carrés, il y en a qui ont fait des ronds, il y en a qui ont fait des dessins, etc. Et puis vous concevez avec eux que c'est pas possible que chacun utilise sa propre notation. Il faut une notation que tout le monde connaisse. Et à partir du moment là, vous en introduisez une. Voilà. Mais ce qui est important, ça va être de retrouver ce qu'ils ont essayé de modéliser.
Est-ce qu'ils ont essayé de modéliser des relations, des fonctions? C'est pour ça qu'il parlait de la notion de concept tout à l'heure. C'est ça qui est important. Si vous avez l'habitude d'avoir une notation particulière, l'effort que ça va vous demander de passer à SysML, c'est pas tant la syntaxe elle-même, c'est qu'est-ce que vous faisiez quand vous faisiez ces boîtes? Qu'est-ce que c'était les traits entre les boîtes? Donc ces concepts-là, ils sont assez universels et assez compris par tout le monde. Et vous allez les retrouver dans SysML, parce que SysML, le unified qui manque, ça pourrait être SysUML, ça se veut une notation unifiée pour les systèmes. Donc, comme les gens qui se sont mis autour de la table pour pondre cette notation, ils se sont quand même posé pas mal de questions. Il y a très peu de chances que vous ne retrouviez pas votre concept. La difficulté, ça va être de savoir dans SysML comment est représenté le concept là. Et de faire passer comme ça au fur et à mesure les concepts. Pas de faire voilà les 9 diagrammes un par un, sans aucune cohérence, d'introduire les diagrammes au fur et à mesure dans une démarche qui peut être exactement la même que celle que vous avez actuellement pour enseigner l'ingénierie système. Mais je crois que c'est aussi un autre débat, parce que il me semble qu'il y a aussi cette problématique-là, que de passer à des technos un peu spécifiques, à une vue un peu plus ingénierie système, mais là on dépasse le cadre de SysML. Et après, bon, il n'y a pas de raison je pense que les examens, ça va être voilà le système, faites tel diagramme. J'ose un peu imaginer à quoi va ressembler les examens de vos étudiants, mais ça va être réaliser le diagramme de ceci, de telle partie d'un problème qui serait décrit plus tôt. Donc ils vont effectivement être amenés à prendre une notation qu'à prendre tout ce qu'il y a derrière. C'est ça qui va être difficile pour vous. Et donc sur les outils, en fait, pourquoi il n'y a pas d'outils très matures non plus? Parce qu'il y a une telle diversité de modélisation avec le même langage et en l'utilisant correctement, qu'en fait, personne ne s'est vraiment entendu encore sur une bonne façon de faire et d'avoir un outil générique de modélisation. Du coup, c'est forcément une adaptation entreprise par entreprise. Donc Valeo, ils ont un outil commercial qu'ils ont en fait restreint selon la phase du projet. Ils restreignent les concepts utilisables, et du coup c'est unifié, et du coup ils ont des générateurs spécifiques qui sont utilisables à ce moment-là et qui permettent de faire tout ce dont on parle. C'est le même problème qu'avec l'anglais. Pourquoi il faut apprendre l'anglais? Parce que tout le monde le parle. Alors c'est peut-être pas vrai actuellement, si on dit SysML, tout le monde le parle, mais dans 5 ans, 10 ans, ce sera vrai, tout le monde le parlera. Donc il faut l'apprendre. Donc la première motivation, c'est ça. C'est parce que même si dans certaines démarches, dans certaines entreprises, ce ne sera pas utilisé, ce ne sera pas visuel, ce ne sera pas l'élément qu'on voit en frontal, derrière les outils utiliseront tous les éléments qui sont manipulés par SysML. C'est pour ça que c'est important de l'enseigner. C'est pour ça que nous, personnellement, on trouve que c'est une bonne idée de l'avoir introduit dans les cycles. Après, on peut discuter de la façon dont c'est fait. Mais le choix stratégique, une question de ma part ici. Voilà. Simplement un élément de précision par rapport à ce que vous venez de dire sur les évaluations de cela. Alors, il se trouve que le langage de modélisation SysML n'a été introduit qu'en lecture dans les programmes. Voilà. Donc, pour 95% des cas, donc il y a bien sûr des questions d'évaluation là-dessus, mais pas forcément sur l'outil lui-même, me semble-t-il. J'ai une question à vous poser. J'ai beaucoup écouté les derniers mois les avis des gens sur SysML. Les avis des gens sont extrêmement partagés. Il y en a qui sont très pour, d'autres qui sont très contre, d'autres qui n'ont pas d'avis. Et ça me semble légitime que les avis soient partagés. Néanmoins, une critique que j'ai régulièrement vue arriver était liée au fait que la syntaxe semble, pour ceux qui sont néophytes là-dedans, extrêmement compliquée. Il y a tout un tas de flèches avec des manières de dessiner des triangles pleins, peu importe. Donc la syntaxe est compliquée. Quelle est, vous, expert de cela, votre réaction qui vous dise ceci, tout en sachant que nous sommes un public de corps professoral destiné à introduire cet outil pour certains de nos élèves la première fois à un niveau d'enseignement Bac+1, Bac+2 seulement. Mon premier conseil, c'est de ne pas vouloir être exhaustif, c'est-à-dire de ne pas se dire qu'on va enseigner toute la notation. C'est pas important de connaître. Moi, il y a certains éléments que je ne maîtrise absolument pas.
certains que je découvre dans des diagrammes, et je suis obligé d'aller chercher dans la documentation pour me rappeler ce que c'est que, effectivement, ce pointillé, losange noir particulier. Donc, première chose, ne pas vouloir tout faire. Par exemple, à STI 2D, ils ont limité le nombre de diagrammes, voilà. Donc, faire des choix, déjà, dans un premier temps, de filtre, de ne pas tout faire. Deuxième choix, d'introduire la notation qui est compliquée quand on la regarde. C'est un peu comme on faisait le parallèle, puisque j'ai utilisé l'exemple de l'anglais, c'est comme si pour apprendre l'anglais, on commençait tout de suite par voir la grammaire. Comment sont agencés les mots, avant même de savoir à quoi ça ressemble. Donc là, l'idée, c'est encore une fois de reprendre le concept. Je veux matérialiser. C'est quoi que je veux matérialiser entre deux choses? La plupart des choses qui sont compliquées, c'est les relations. Effectivement, il y a tellement de relations possibles entre concepts que du coup, il y a tout un tas de symboles, des pointillés, des flèches, des pleins. Donc, mais ce qui est plus important que la notation elle-même, c'est bien comprendre la relation qu'on cherche à reproduire graphiquement entre deux choses. Une fois que l'élève a bien compris la relation qu'il y a entre deux choses, quand on lui explique que c'est comme ça qu'elle se dessine, bon, il faut qu'il sache que c'est comme ça qu'elle se dessine. Mais primo, les outils que vont être amenés à utiliser les étudiants vont les guider là-dedans, parce qu'il va chercher le concept, il va voir comment il va prendre un trait et puis il va le copier. Donc là, les outils sont une aide un petit peu à ça. Mais encore une fois, ce qui est plus important, c'est comprendre les concepts. Et du coup, peut-être pas tous les faire. Et puis, il ne faut pas commencer par toutes les flèches et puis montrer des exemples où ça s'utilise. À l'inverse, il faut chercher les utilisations les principales dans un premier temps, et puis voir les choses uniquement au fur et à mesure des besoins. Monsieur, j'arrive pas à exprimer telle chose. Ah ben tiens, il y a une flèche, je l'avais pas encore dit, mais il y a une flèche spécifique pour ça dans 6ML. Bon, voilà sa notation. À partir du moment où l'étudiant il voit un nouveau élément de notation de syntaxe, c'est ni plus ni moins qu'un langage, sauf que c'est un langage graphique. Mais à partir du moment où on lui donne l'élément de syntaxe au moment où il en a besoin, en général, il le retient plus facilement. Une autre manière de voir les choses, c'est regardez les SADT, vous trouvez ça simple? Vous avez un truc, une flèche qui va vers le bas, et ça veut dire que c'est l'objet physique qui va réaliser le machin. Pourtant, c'est le même boîte. C'est pas logique non plus. Donc là, on utilise une boîte différente. Au moins, on voit qu'il y a une différence. Donc, c'est pas le meilleur langage au monde, pensez au niveau graphique, ça c'est sûr. Mais s'il y a des choses différentes, c'est que ça exprime des notions différentes. Donc ça, déjà, ça peut être un bien. Et puis, comme vous l'avez vu, le comment, le pourquoi du SADT, en fait, derrière, ça a beaucoup plus de choses qui viennent. Par contre, si on se replace dans l'autre sens, en fait, qu'est-ce qu'il faut vous dire quel message vous voulez faire passer sur le système? Et en fait, à votre niveau, vous verrez que le nombre de concepts est relativement simple, enfin limité. Et donc, du coup, vous n'avez pas besoin de voir tout 6ML. Est-ce que vous avez besoin de savoir la différence entre une agrégation et une composition? Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est? En fait, vous n'en avez peut-être tout simplement pas besoin, parce qu'à votre niveau, il n'y a aucune des questions auxquelles vous voulez répondre par une modélisation qui a besoin d'avoir cette information-là. Donc, vous ne l'utiliserez jamais. Bon, et pour la petite histoire, c'est juste que l'un, c'est quand on détruit l'un, on détruit l'autre. Mais c'est pas aussi simple que ça. Typiquement, c'est le pneu. Quand je détruis la voiture, généralement, le pneu, il est détruit aussi. Mais on peut changer le pneu, donc il est réutilisable. Donc, selon le modèle, je vais utiliser l'une ou l'autre modélisation. C'est tout ce que ça veut dire. Mais globalement, un élève, vous n'allez pas lui demander ce genre de choses. Sauf, à la rigueur, dans la phase de retrait. Est-ce que c'est un truc qui est réutilisable ou pas? À ce moment-là, ça peut être intéressant de faire la différence. Mais vous voyez, on est déjà vachement loin dans la modélisation du système quand on arrive à ces questions-là. Et donc, vous aurez déjà été familier sur les trucs de base, l'association et la composition, quoi. D'autres questions? Olivier Le Gallo, le micro, tu viens. Olivier Le Gallo, professeur au lycée Clémenceau de Nantes. Oui, puisque vous parlez de faire des choses très simples, moi j'aimerais que vous puissiez nous estimer, vous qui avez l'expérience d'enseigner 6ML, quel est le nombre d'heures minimum qu'il faut pour pouvoir faire quelque chose de basique à l'aide de ce système. Je préfère répondre par un exemple. Moi, j'ai été sollicité pour former des ingénieurs, qui pourraient être considérés, qui auraient le même niveau de connaissance qu'un étudiant de bac plus 1, bac plus 2, mais qui aurait une expérience industrielle. C'est la seule différence. Ils m'ont demandé de faire 40 heures de 6ML. Donc 40 heures de 6ML, moi j'avais pas 40 heures de support de cours de 6ML, je dis qu'est-ce que je vais leur faire avec 40 heures de 6ML?
Ça a très très bien tenu, parce que ce que j'ai fait, c'est que je leur ai fait du SysML, et après, pendant quasiment 25 heures, c'est eux qui ont modélisé le système qu'ils étaient en train de modéliser en entreprise, etc. Donc ils ont fait effectivement 40 heures de SysML, sauf que voilà, après la pédagogie, ça dépend comment vous allez le faire. Si vous le faites tel qu'il faudrait le faire pour que la connaissance passe, c'est-à-dire distiller les éléments au fur et à mesure que vous enseignez d'autres parties qui sont plus des parties d'ingénierie système, le nombre d'heures de SysML, il est difficile à chiffrer. Mais là, pour un autre exemple, en master, on fait ça en master. On fait 6 heures de cours magistraux qui sont pas de 6 heures d'affilée. Hein. On fait 3 séances de 2 heures qui sont entrecoupées de 6 heures de travail sur papier, 6 heures de TD, ce qu'on appelle du TD, et après on fait 8 heures de travail sur machine. Donc ça fait 6 et 6, 12, une vingtaine d'heures. En une vingtaine d'heures, ils sont capables de lire tous les diagrammes SysML, donc de les lire, hein, tous. Et ils maîtrisent la réalisation de 3 diagrammes, 4 diagrammes. Très bien. Une autre réponse, c'est autant que actuellement vous faites de l'analyse fonctionnelle et du SADT et tout le reste. Par contre, la vraie question, c'est combien vous allez passer de temps à apprendre. Et là, la réponse est très différente. Oui. Bien, merci. Merci à vous deux. Je vais vous applaudir. Merci beaucoup.